Bonjour Sylvain, je suis neurologue et épileptologue au centre hospitalo-universitaire de Lyon et on m'a donc demandé de vous faire cette présentation à la fois au nom de la Société française de neurologie et de la Ligue française contre l'épilepsie. Je vous ai juste fait part de mes liens d'intérêt, dont les quelques-uns que je peux avoir avec GW Pharma qui commercialise donc l'Epidiolex. En termes j'ai bien compris que vous aviez une journée chargée, donc je vais juste remettre quelques perspectives en premier lieu sur les données que l'on a dans l'épilepsie vis-à-vis du cannabis, mais utilisé non pas à visée thérapeutique, mais utilisé à visée récréative, parce que c'était les premiers éléments qui nous donnaient un indice de l'éventuel risque que prenaient les patients ou de l'éventuel bénéfice qu'ils pouvaient en retirer. Alors, sur l'utilisation du cannabis récréatif, en fait, on n'a pas beaucoup de données. Il y avait des publications anciennes, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années même pratiquement, dont cette étude à New York qui ne retrouvait pas qui était une étude cas témoin avec toutes les limites que ça peut avoir, mais réalisée par une équipe extrêmement sérieuse dans le monde de l'épileptologie et de l'épidémiologie. Et comme vous le voyez, ne retrouvez aucune association significative entre le risque d'apparition d'une épilepsie chez des consommateurs réguliers de marijuana, que ce soit des hommes ou des femmes. Après, dans un second temps, il y a eu des études qui ont regardé les choses dans le sens inverse, donc non pas la survenue de l'épilepsie quand on consomme de la marijuana, mais l'évolution de l'épilepsie chez des patients d'ores et déjà épileptiques, mais qui vont dans un second temps avoir une consommation plus ou moins importante de cannabis, et là aussi de manière récréative. Il y a deux études principales, là aussi avec des limites méthodologiques relativement importantes, et qui tendent plutôt à considérer qu'il y a un effet que je pense être assez neutre. Vous avez sur le bas de la diapositive les résultats de chacune de ces études, celle de Gross et celle de Hammerley. Vous voyez que le nombre de patients exposés est relativement faible et les données étaient évaluées sur l'impact subjectif sur la fréquence des crises et vous voyez que globalement la majorité des patients ne rapportent aucun impact. Un petit nombre de patients dans l'étude allemande rapportaient une aggravation de la fréquence des crises et on a une variabilité importante de l'amélioration. L'amélioration dans ces études-là qui est difficile à juger en termes de cause. Est-ce que c'est réellement l'utilisation de la marijuana, du cannabis qui en elle-même a un effet antiépileptique chez ces patients ou est-ce que c'est l'effet psychotrope et en partie anxiolytique qui va avoir un effet bénéfique sur les crises dans la mesure où dans beaucoup de formes d'épilepsie il y a un lien important avec les émotions. Je ne pense pas qu'on ait tranché la question. Il y a néanmoins, comme je vous l'ai dit, dans certains cas, des patients qui rapportent une aggravation de la fréquence des crises et qui, dans le monde de l'épilepsie, est potentiellement en lien avec la variabilité des cannabinoïdes. J'ai bien compris que vous étiez très au courant de tout cela, que vous en aviez très largement discuté et que vous savez que, d'un autre côté, pour l'épilepsie, on sépare fortement la problématique du THC en lui-même et des autres dérivés cannabinoïdes et en particulier du cannabidiol de par leur impact en termes de mécanismes d'action et du fait que dans les données expérimentales on a des effets variables. C'était une étude, le tableau est difficile à lire et je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais c'était un travail de synthèse de toutes les données observées chez l'animal en fonction des différents modèles et de types d'épilepsie et qui évaluait l'efficacité des différents types de cannabinoïdes, du THC, du cannabidiol et d'autres dérivés cannabinoïdes sur les crises dans ces différents modèles. Et globalement, il ressort des données expérimentales que les dérivés du cannabis ont tous plutôt un effet bénéfique sur la fréquence des crises dans ces modèles animaux, mais avec un bémol important vis-à-vis du THC, où on aurait plutôt un effet dose avec un effet bénéfique à faible dose. Et quand on augmente les doses, dans certains modèles d'épilepsie, les crises sont plutôt aggravées en termes de fréquence et d'intensité. Ce qui n'est pas observé avec le cannabidiol, où dans les modèles expérimentaux, toutes les données convergent vers une amélioration de la situation en termes de fréquence des crises.
et ce qui explique pour l'épileptologie pourquoi l'ensemble des données cliniques sont principalement ciblées sur le cannabidiol, avec, et même si j'ai là aussi, et ça a été redit en introduction, c'est pas forcément le sujet de vos débats aujourd'hui, il est pour nous important de remettre en perspective les autres données que l'on peut avoir sur d'autres dérivés du cannabis et d'autres modes d'extraction du cannabis, des dérivés du cannabis, avec ce que l'on sait être l'efficacité du cannabidiol purifié dans sa forme pharmaceutique qui correspond donc à l'épidiolex dont Madame venait d'évoquer la TU récente et qui a démontré son efficacité dans des essais randomisés versus placebo dans 2 formes d'épilepsie très sévères de l'enfant et de l'adulte, le syndrome de Lennox-Gastaut et le syndrome de Dravet, avec, vous le voyez, une efficacité démontrée. Le cannabidiol fait mieux que le placebo. Mais on est dans un traitement qui vise à diminuer la fréquence des crises. On n'est pas dans un traitement qui va, bien évidemment, et malheureusement, guérir l'épilepsie. Alors ça, c'était des essais à court terme. On a à peu près les mêmes résultats dans les essais en ouvert, avec un taux de répondeur qui reste à peu près stable sur le long terme, et un profil de tolérance qui est dose dépendant et qui peut être associé à des effets secondaires importants quand on monte les doses, en particulier des effets secondaires qui sont probablement plus liés à la galénique de ces traitements, en particulier sur le tube digestif, mais qui pourraient finalement être particulièrement gênants pour les patients. Alors, qu'en est-il sous couvert de considérer que finalement les données sur le cannabidiol purifié sont celles qui ont été les mieux évaluées sur le plan méthodologique chez les patients, les données avec d'autres formes de cannabis et d'autres formes d'extraction du cannabidiol. Alors, avant de vous donner une vue d'ensemble à partir d'un travail de revue systématique qui a été publié la semaine dernière, je voulais juste vous donner 2 exemples de la problématique dans laquelle on se trouve en termes de qualité des données de ces études rétrospectives. La première est une des premières études qui a été rapportée, montre que la majorité des patients inclus dans cette étude rétrospective étaient très satisfaits de l'amélioration de la fréquence des crises. C'était encore une fois des épilepsies pédiatriques avec une surreprésentation d'encéphalopathie épileptique comme le syndrome de Dravet, comme le syndrome de Lennox-Gastaut, mais pas que, il y avait d'autres formes d'épilepsie. Et vous voyez qu'il y a certains patients qui ne rapportent aucun bénéfice, mais que globalement, tous rapportent, et leurs parents rapportent une vraie amélioration de la fréquence des crises. Mais vous avez vu en gras comment a été faite l'étude rétrospective. Et ça laisse sujet à caution quant à la qualité de la méthodologie. Une autre étude et qui met en exergue une autre problématique qui se pose sur l'interprétation de ces données, en particulier en Amérique du Nord, et cette étude qui avait été réalisée dans le Colorado, qui là encore visait à interroger les parents d'enfants souffrant d'une épilepsie, et le plus souvent d'une épilepsie dramatique. Vous voyez que sur les 75 enfants, il y a beaucoup d'enfants avec un syndrome de Dravet ou avec un syndrome de Lennox-Gastaut. Et globalement, sur ces 75 enfants, on est sur un taux de répondeur de l'ordre de 33%, qui est assez proche de celui de l'épidiolex. Donc on serait dans quelque chose de relativement attendu. L'une des problématiques, c'est que quand on regarde les données, on se rend compte que la réponse au traitement était très variable en fonction de l'origine des patients. C'était donc une étude qui était faite dans le Colorado, dans un État des États-Unis où il y avait un accès légal à l'extraction du cannabis à visée thérapeutique, avec donc des patients qui étaient traités, qui étaient originaires du Colorado, et des patients qui avaient eu accès par le passé à des dérivés du cannabis sans difficulté, et des patients qui avaient fait le déplacement pour aller s'installer dans le Colorado exclusivement pour pouvoir traiter leur enfant avec du cannabis thérapeutique. Et vous voyez que le taux de répondeur est très significativement différent entre les deux populations, ce qui, là encore, témoigne de la part
de lien entre l'attente des parents vis-à-vis du traitement et la réponse au traitement, ce qui n'est pas une grande surprise, mais qui quand même laisse du coup planer un certain doute sur la qualité et sur la taille de l'effet traitement observé dans ces données rétrospectives. Le dernier point, que là aussi je crois que vous avez abordé en détail, et donc je suis à la diapositive 14 pour être sûr que, parce que je vois pas les diapositives qui passent, donc j'espère qu'il n'y a pas de défaillance entre ce que je vous dis et ce que vous voyez à l'écran. Donc le dernier problème auquel on est confronté dans l'analyse de ces données rétrospectives le plus souvent sur des extractions de cannabinoïdes différents du cannabis purifié et de l'épidiolex sont mis en exergue ici dans cette étude publiée très récemment qui visait à évaluer l'efficacité de préparation artisanale de cannabidiol. Avec, vous voyez ici les taux de répondeurs en cannabidiol seul, avec ou pas clobazam, en raison des interactions pharmacocinétiques dont je pense vous avez déjà entendu parler. Et vous voyez qu'on se retrouve avec des taux finalement assez proches de ceux que je vous ai déjà montrés, à la fois pour le cannabidiol et pour d'autres formes. Une petite proportion de patients libres de crise et environ 30 à 40% de patients répondeurs, c'est-à-dire de patients dont la fréquence des crises diminue de 50% sous traitement par rapport à ce qu'elle était avant la mise sous traitement. La difficulté, c'est que quand on regarde quel était le type de cannabinoïdes que les patients prenaient dans cette étude, vous voyez, je ne vous ai pas mis le détail, ce qui est important, c'est que pour quasiment la moitié des patients, en fait, les auteurs n'étaient pas capables de dire exactement comment avait été extrait le cannabis et donc quelle était sa composition exacte, quel était son ratio entre cannabidiol, THC et autres cannabinoïdes, et ça rend, je trouve, difficile la comparabilité de toutes ces données, si on remet en perspective le fait que dans nos données expérimentales, on sait qu'en fonction du type de cannabinoïde, on pourrait avoir un effet antiépileptique différent, voire un effet aggravant si en fonction de la dose de THC qui est inclus dans le ratio. Et c'est d'autant plus vrai que vous savez, je suppose également que quand on regarde le détail des dérivés, des huiles de cannabidiol qui sont disponibles sur le marché à l'heure actuelle, c'est une étude qui a été publiée là aussi cette année et qui montre, et vous avez en différentes, alors en rouge, en bleu ou en orange, des variabilités avec un nombre significatif d'huiles qui ont finalement plus de cannabidiol que ce qui était censé avoir. À l'inverse, un nombre significatif qui sont en dessous de ce qui était prévu, et ce qui témoigne de la difficulté de savoir exactement, quand on n'est pas du cannabidiol avec une modalité d'extraction et surtout une modalité de surveillance de ces taux pharmaceutiques, de savoir exactement ce que l'on donne à nos patients. Alors, si on en vient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire avec tous ces prérequis méthodologiques concernant la difficulté d'interprétation de ces données, la comparaison, l'essai de comparaison que l'on peut faire entre cannabidiol purifié et autres modes d'extraction des dérivés cannabinoïdes. Je vous ai dit, il y a une publication récente, encore une fois ciblée sur l'épilepsie pédiatrique, qui vient d'être publiée il y a quelques jours dans Epilepsia, et qui a donc inclus 4 essais randomisés qui sont tous les essais épidiolex, et puis 19 études non randomisées qui sont essentiellement des études rétrospectives. Et je vais vous présenter un tout petit peu les détails, mais globalement, la conclusion de l'article est que pour le cannabidiol, c'est bien démontré, mais que pour les autres, il est difficile de se prononcer formellement. Et encore une fois, quand on regarde le détail des essais qui n'ont pas utilisé de cannabidiol, ils sont de cannabidiol purifié, pardon, ils sont d'abord en très petit nombre.
Et puis je vous ai listé le détail de ce qui était utilisé dans ces études en termes de molécules, et vous voyez que c'est extrêmement variable en termes de modalité d'extraction, en termes de ratio entre cannabidiol et THC, en termes de modalité d'administration, et ça rend les choses extrêmement, je trouve, compliquées pour conclure. Il n'en reste pas moins que quand on regarde les résultats avec toute cette prudence, vous avez ici le résultat synthétique de la proportion de patients qui sont réellement libres de crise dans ces études, séparées entre études prospectives, études rétrospectives et études cross-sectionnelles, et je vous ai encadré en rouge les études que je viens de citer sur la diapositive précédente, qui sont des études qui ont utilisé des dérivés cannabinoïdes extraits de manière artisanale et qui n'ont pas utilisé de l'épidiolex, pour être très précis. Et vous voyez qu'en termes de patients libres de crise, globalement, on semble être dans un schéma à peu près identique, et pas sans qu'on ait de variabilité, ni dans le sens d'une surefficacité qui serait liée éventuellement à une réponse au placebo ou à un biais de ce type-là chez les patients, ni à une perte d'efficacité. De la même manière, quand on sort du champ des patients libres de crise et qu'on se limite aux patients qui sont répondeurs, donc en épileptologie, la réponse au traitement dans toutes ces études, c'est diminution de la fréquence des crises de 50% pendant la période traitement versus la période de baseline. C'est le critère recommandé par l'Agence européenne du médicament pour évaluer tout nouvel antiépileptique. Et vous voyez que là aussi, je vous ai remis en rouge ceux pour les études pour lesquelles on avait ces données, pour les études qui ont utilisé une extraction non purifiée de dérivés cannabinoïdes. Et là aussi, on est dans le champ de ce qui existe, de ce qui est rapporté dans les études cannabidiol faites de manière méthodologiquement satisfaisante. Donc si on essaye de synthétiser tout cela, de notre point de vue d'épileptologue, on a une forte convergence à la fois des données expérimentales et des données cliniques en faveur d'une efficacité du cannabidiol parmi tous les dérivés de cannabinoïdes, et du cannabidiol, et en particulier du cannabidiol purifié, dont l'efficacité est sans aucun doute démontrée dans des essais de phase 3 dans le Dravet et dans le Lennox, ce qui, comme l'avait répété madame en début de session, donne lieu à une ATU récente. Étant entendu que je pourrais répondre au pourquoi du comment on en est arrivé à être focalisé sur le Dravet et le Lennox-Gastaut, je ne pense pas que l'efficacité se limite à ces deux syndromes épileptiques. L'efficacité est démontrée dans ces deux syndromes épileptiques parce que c'est l'historique de développement qui a fait cela, mais on n'a aucune donnée expérimentale ou tendance clinique qui nous fasse envisager qu'il y ait un lien entre la physiopathologie de ces deux syndromes épileptiques et l'efficacité du cannabidiol, qui semble avoir une efficacité antiépileptique assez large, et probablement du coup une efficacité dans une majorité de types d'épilepsie. Après, pour répondre plus à la question qui m'était posée, vous avez compris que j'étais un peu plus gêné dans le fait que la qualité des données sur les autres formes de cannabinoïdes ne permet pas réellement de répondre. Probablement qu'on est dans des efficacités proches de celles du cannabidiol purifié, mais sans pouvoir être certain que ces modalités d'extraction non contrôlées n'exposent pas à la fois à des problèmes d'efficacité si on se retrouve à avoir finalement des doses de cannabidiol plus basses que ce que l'on a quand on purifie, et donc avec des ratios plus bas et peut-être un peu plus de THC qui pourrait potentiellement être aggravant dans certaines situations, et par ailleurs, pour les mêmes raisons de gestion des ratios, des questions de tolérance qui pourraient se poser. Et c'est vrai que de notre côté, je suis un peu plus circonspect sur ces données-là,
et garde bien sûr une préférence pour rester dans quelque chose qui serait contrôlé sur le plan pharmaceutique. Je vous remercie. Merci professeur Reims pour cette présentation relative à l'usage du cannabis dans l'épilepsie. Je vous propose qu'on passe la parole aux différents membres du comité qui peuvent vous poser quelques questions. Gilles Hédin. Sylvain, merci pour cette présentation que je trouve tout à fait claire et qui était importante que l'on l'entende ainsi. Je voulais te poser une question. Si le cannabidiol était disponible, est-ce que l'on pourrait envisager, est-ce que ce serait adéquat d'envisager un PHRC visant à préciser la place, l'efficacité, en allant au-delà des indications qui ont été retenues initialement pour les épilepsies? Qu'il faille envisager des études qui permettent d'aller au-delà des indications syndrome de Dravet et syndrome de Lennox, j'en suis persuadé. On n'a aucune raison de penser sur le plan épileptologique, tant expérimental que clinique, que l'efficacité soit limitée au Dravet. Et au final, le nombre, les patients pour lesquels nous sommes en but à des échecs thérapeutiques est plus important dans d'autres situations épileptologiques. Le Dravet, c'est fait parce que principalement les patients, les familles de patients qui ont commencé à extraire du cannabidiol aux États-Unis et à l'essayer et qui ont eu ensuite une démarche proactive vers cela dans le monde de l'épileptologie étaient des patients qui étaient des parents d'enfants avec un syndrome de Dravet où les choses se sont agréées là-dessus. Donc il y a eu les premières études rétrospectives se sont faites sur des populations de Dravet, mais pas parce qu'il y avait un rationnel expérimental en disant dans la maladie de Dravet, le type d'épilepsie devrait bien répondre au cannabidiol. C'était une épilepsie très très grave, des parents qui ont souhaité essayer quelque chose parce qu'ils n'avaient plus de solution et qui ont vu qu'il y avait une efficacité et qui ont rapporté cette efficacité. Mais il n'y a pas, à mon sens, de rationnel de spécificité. Donc les patients qui ont une épilepsie focales pharmacorésistantes et qui sont en but avec des crises qui sont très fréquentes, qui les exposent de la même façon à tous les risques qui sont associés allant de troubles cognitifs sévères à une surmortalité, pourraient également bénéficier d'un traitement par cannabidiol qui pourrait leur permettre de diminuer la fréquence des crises. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, moi je voulais vous poser une question. Je pense que vous avez déjà un petit peu répondu, mais je voulais que ce soit peut-être mieux discuté. Compte tenu de l'existence maintenant en ATU de l'épidiolex, et donc d'un extrait de cannabis riche en cannabidiol, pensez-vous qu'il y ait une pertinence à mettre à disposition des malades souffrant d'épilepsie d'autres préparations à base de cannabis, elles-mêmes riches en cannabidiol, puisqu'on voit clairement que le cannabidiol fait partie quand même le ratio doit être en faveur du cannabidiol. Pensez-vous que ça peut apporter quelque chose de plus à la thérapeutique actuelle, sachant que l'épidiolex est maintenant disponible? Alors, le problème de l'épidiolex, c'est qu'il est disponible dans... J'ai répondu sur les deux aspects. Sur l'aspect, est-ce que ça aurait un intérêt? Ça dépend de l'avenir qui sera fait à la possibilité d'utiliser l'épidiolex. Si on reste dans l'indication et dans ce qui sera sans doute son AMM européenne actuellement, Dravet et Lennox, les patients hors de ces deux syndromes pourraient avoir du mal à accéder à l'épidiolex, et la réponse, le cas échéant, serait probablement oui, ça pourrait avoir un intérêt, à la condition que, je pense, il puisse y avoir des moyens d'avoir un contrôle de la qualité de ce qui est reçu par les patients en termes de dose et de ratio sur ce qui serait non purifié. Donc la réponse est plutôt oui, mais en fait dépend plutôt de comment l'épidiolex va se développer. Si on devait avoir la possibilité, parce que les études ont été faites et ont démontré l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure d'un effet non spécifique et d'un bénéfice
dans d'autres formes d'épilepsie et que le cas échéant, l'épidiolex devient accessible à de nombreuses formes d'épilepsie réfractaire, la réponse, à mon sens, serait plutôt non. Si on reste dans un médicament orphelin dans des maladies très rares, la réponse serait plutôt oui, ce d'autant que on sait que les patients eux-mêmes essayent de se procurer ce type de traitement, vous le savez aussi. On a eu à l'échelle européenne une réunion récente où nos collègues d'autres pays nous ont fait le listing de ce qui était disponible chez eux, et en reprenant d'ailleurs toutes les difficultés de savoir exactement quels étaient les ratios et la qualité de ce qui était achetable, en particulier en Italie et aux Pays-Bas. Et ça, nos patients le savent aussi. Donc on sait très bien que certains d'entre eux se traitent directement comme cela. Nous, notre préférence serait de pouvoir mieux contrôler ce qui se passe. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions... Oui, une remarque? Non. Ou une question? Oui, merci. Merci pour cette présentation. Juste une question par rapport au justement ce que vous disiez concernant les taux de THC qui seraient donc, on va dire, qui pourraient plus être déclencheurs de crise d'épilepsie enfin des taux élevés de THC qui pourraient éventuellement justement déclencher des crises d'épilepsie. Moi, c'est ce que j'ai compris dans votre présentation. Du coup, c'est vrai que par rapport au cannabis qui serait disponible, il y a aussi cette problématique-là, dans la mesure où le cannabis, bien sûr, contient du THC, le cannabis en tant que plante. Oui, c'est des données expérimentales qui étaient variables en plus d'un modèle à l'autre, et du coup, en fait, selon le modèle, ça pouvait être du rat, de la souris, etc. Et le problème sur des extraits de cannabis où il y a des ratios de THC plus ou moins importants dans les études rétrospectives, c'est que compte tenu de l'hétérogénéité des données, c'est pour l'instant difficile de répondre à cette question. Donc on est obligé d'évoquer ce doute-là et de dire attention, il y aura peut-être un problème à utiliser des ratios cannabidiol THC un peu faibles avec un peu trop de THC, y compris sur la fréquence des crises en termes de problématiques, mais c'est vrai que c'est pas démontré. On a des données expérimentales qui vont dans ce sens-là. À ma connaissance, chez l'homme, on n'a pas de données qui le démontrent formellement. Bien, une dernière, très courte. Sylvain, j'ai l'impression que tu n'as pas répondu à ma question. Dit très court. Hein. Voilà. S'il y a un accès qui est facilité aux produits purs cannabinoïdes, est-ce que c'est un élément qui pourrait être un stimuli pour les épileptologues qui travaillent dans le champ des épilepsies pharmacorésistantes à mener des études académiques qui permettraient de situer de façon plus précise la place des cannabinoïdes comme traitement de l'épilepsie? Oui, sans ambiguïté, on sera stimulé à mener des études, académiques dans ce champ-là. À brûle-pourpoint, je suis un petit peu gêné pour répondre. Je ne sais pas si que ce soit le rôle des académiques de s'impliquer dans cela, c'est évident. Et je le dis et je le redis. On est dans une maladie pour laquelle un tiers de nos patients sont pharmacorésistants, c'est-à-dire continuent de faire des crises malgré les médicaments, sans perspective à l'heure actuelle de traitement qui puisse réellement changer fondamentalement la donne. Je ne suis pas certain que le cannabidiol soit le médicament qui va révolutionner et rendre nos patients libres de crise, mais ça fait partie des médicaments qui peuvent les aider à aller mieux. Donc dans ce sens-là, on est, nous, très demandeurs de pouvoir avoir la possibilité d'évaluer si dans d'autres formes d'épilepsie que celles où ça a été démontré, ça va apporter un bénéfice. Après, dans la mesure où, pour l'instant, le médicament qui est commercialisé reste quand même commercialisé par un industriel de la pharmacie, ce que je n'ai pas réellement réfléchi, c'est ce que vous évoquiez, Gilles, de format d'études qui serait réellement à l'initiative académique et le format le plus adapté à ce type de projet. Et que par contre, la communauté épileptologique soit extrêmement motivée à l'échelle française et européenne pour pouvoir évaluer si oui ou non, dans des études bien faites, qu'elles soient académiques ou issues d'un partenariat intermédiaire entre une étude strictement à sponsoring industriel ou sponsoring strictement académique, que l'épidiolex est efficace dans d'autres formes d'épilepsie, la réponse est très clairement oui. Nous serons tout à fait
volontaire pour que ces études soient menées et puissent répondre à la question scientifique. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé aux travaux de ce comité et d'avoir préparé cette présentation. On vous libère et on vous souhaite une bonne journée.